Je m'appelle Pablo Lopez, je suis directeur technique de Xebia et dans ce Fast Track, on va parler de design sprint et d'architecture. Donc déjà, on va partir de la base. Le design sprint, c'est quoi? Pour moi qui suis un technicien, c'était assez obscur. Ça, j'avais promis de le mettre, il va me détester, mais c'est pas grave. Donc pour ceux qui étaient à la présentation design sprint, comment innover chez AXA ce matin, c'est Benoît Cizeron, le directeur d'un lab d'innovation au sein d'AXA. Donc moi, j'ai rejoint cette équipe au début de l'année en tant qu'expert technique, donc pour valider tous les sprints qu'on va faire. Est-ce que techniquement, c'est possible? Merci. Donc moi, je suis arrivé là-dedans et on m'a présenté cette méthodologie qui s'appelle Sprint Design, Design Sprint, bref, qui est une méthodologie issue de chez Google, qui a pour but d'innover et de créer des nouveaux produits sans avoir des boucles d'investissement trop grandes. L'idée, c'est on avait déjà l'agilité, on avait déjà DevOps, on avait déjà pas mal raccourci les temps, mais dans l'innovation, on n'est toujours pas très bien. Donc, Jack Knapp a écrit un livre, a tout formalisé, donc je vous invite à le lire. Il y a vraiment tout ce que vous allez retrouver dans le design sprint ou dans le sprint design sur Internet, ça vient de ce bouquin. Donc l'idée, c'est quoi? Quand on lance un projet, généralement, on a une idée. On va créer un espèce de cahier des charges. Même s'il est agile, on va faire un backlog. On va développer le produit. On va le lancer. Donc, comme disait Hugo, on va déjà investir dans l'acquisition d'un certain nombre d'utilisateurs. Et puis, on va apprendre de ses erreurs et on va itérer. Donc ça, c'est très classique dans l'agilité. C'est très classique dans le DevOps. On le retrouve à peu près partout. Dans la conception même d'un produit, c'est assez novateur. Pourquoi? En fait, le but, c'est vraiment de couper toute cette partie coûteuse et de se dire qu'on peut réaliser un produit, le soumettre à des utilisateurs en un temps très court. Donc, la méthodologie Design Sprint by the Book, c'est j'arrive à mettre dans la main de mes utilisateurs un produit en 5 jours. Donc, en 5 jours, c'est ce qu'on fait plus ou moins chez AXA. Je parlerai des différences, mais de toute façon, là, on ne va pas parler de design, on va parler d'architecture. Mais pour reposer les bases, dans un premier temps, on va s'éclaircir les idées. Donc on va faire une phase où on va mettre à plat les idées avec les décideurs, donc tous les gens qui participent à la création du produit, plus un certain nombre d'animateurs. On va essayer de faire sortir quelles sont les grandes lignes du produit, qu'est-ce qu'on veut implémenter. Derrière, on va les mettre à contribution et on va tous designer une UI. Donc sur des papiers, on va penser quel est le parcours utilisateur idéal pour mon produit. Tout le monde va s'y mettre. Troisième jour, on va décider, on va arbitrer. On va dire, bah oui, en fait, l'écran de login, il faut qu'il arrive tout de suite, ou alors il faut qu'il arrive à la fin, parce que sinon, ça fait un effet déceptif tout de suite, ça bloque. Tout un tas de décisions qu'on se met, on a un consensus, et on va développer le quatrième jour un prototype. Un prototype qui est plutôt figé, donc très rapide à développer. Donc en fait, on va créer des images cliquables, hein, plus ou moins. Les designers vont me détester si je dis ça, mais des images cliquables pour tout de suite, le 5e jour, le mettre dans la main des utilisateurs et recueillir leur feedback. Et comme disait Hugo, l'échantillon, le panel d'utilisateurs, comment je vais le construire, est-ce que je vais les payer ou pas, quelles questions je vais leur poser, c'est hyper important. Et derrière, je sais si je suis market profitable ou pas avec mon produit, parce que je vais avoir, oui, je l'utiliserai, non, je ne l'utiliserai pas. Donc ça s'adapte très bien à du design, de l'UX, de la méthodologie produit. Moi, je suis un technicien et il m'arrive d'avoir des missions d'architecture à faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de qu'est-ce que c'est qu'un architecte. Est-ce que ça doit coder, est-ce que ça ne doit pas coder, est-ce que ça doit faire des dessins ou pas de dessins? Bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, on pourra en débattre plus tard, parce qu'on en aurait pour des heures. Mais à un certain niveau de seniorité, tout technicien, à un moment ou à un autre, devra faire face à de l'architecture. Alors il y a plusieurs moments dans la vie d'un projet où on va avoir faire face à de l'architecture. C'est le cas le plus classique, c'est le lancement d'appel d'offres. Je reçois un cahier des charges, ça peut être 2 lignes, ça peut être 510 pages avec tous les écrans, et on me demande de proposer une réponse technique à ça. Ça peut être un audit. Venez chez moi, regardez mon SI, dites-moi comment est-ce qu'il est bien fait, est-ce que ça répond à mes besoins, est-ce que je ne peux pas améliorer des choses. Ça peut être du pur conseil. Je suis onboardé en tant que prestataire dans une équipe d'architectes à l'ASG ou je ne sais où pour donner mon avis sur les architectures qui sont émises. Le problème,
avec ça, hop là, c'est qu'en fait, on va très vite vers un syndrome d'architecte tour d'ivoire. Un architecte qui est un petit peu décorrélé, qui voit une partie du besoin. Quand j'ai reçu un cahier des charges, j'ai souvent une très bonne expression du besoin client, pas forcément une expression des besoins opérationnels, pas forcément un historique long. Pourquoi on me demande de développer en Java 5, j'en sais rien, ça m'embête. Tout ça, c'est des choses qui sont plutôt sous la ligne de flottaison. Donc au final, moi je vais répondre en étant un peu tout seul, un peu perdu, et puis je vais être complètement décorrélé du terrain. Or, la réalité, c'est nous ce qu'on souhaite, en tout cas la vision de l'architecte telle qu'on la conçoit. Mon architecte, il est là au milieu, puis il a son PO, il a son expert Ops, il a son tech leader, et puis ses développeurs en bas. Ça, c'était pour mes copains, bonjour. En gros, il a besoin d'être intégré à l'équipe de développement. Il a besoin de comprendre les contraintes du terrain, il a besoin de comprendre les contraintes des opérationnels pour répondre au mieux à ce qu'on lui demande. Et puis, il a évolué, notre architecte. Il a besoin d'être agile. Avant, là encore, je vais me faire des amis, c'est pas grave, mais un architecte, de toute façon, une base de données, c'était le standard. C'était Oracle, tout devait rentrer dans Oracle. Donc, il n'y avait pas trop de questions à se poser. Maintenant, toutes les 2 semaines, tous les mois, il y a un nouveau moteur NoSQL qui va sortir, qui va correspondre de mieux en mieux aux besoins. Donc ce que j'ai appris il y a 6 mois, va falloir que je le mette à jour. Est-ce que je vais construire une architecture sur un plan quinquennal pour 5 ans? Certainement pas. Je n'ai plus envie de faire ça. Je pense que c'est une mauvaise idée. Là encore, je vais peut-être me fâcher. Mais dire je vais poser maintenant les bases de ce qui existera dans 5 ans pour répondre à tous les besoins du SI me paraît une douce utopie. Alors, du coup, ma réflexion, ça a été de dire, cette méthodologie design sprint, de dire, finalement, est-ce que je vais réussir à faire des choses en 5 jours? Est-ce que je pourrais pondre une architecture en 5 jours? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que je ne pourrais pas adapter cette méthode? Donc, il y a des choses que j'ai repris telles quelles. Donc, quelque chose de très important, qui est vital, qui est la base du design sprint, qui est la base de ce que j'ai appelé extrême architecture, parce qu'en fait, tout le monde appelle tout et n'importe quoi design sprint. Donc on a trouvé le nom extrême architecture, ça m'a coûté une bouteille de vin, je le remercie. L'idée, c'est d'avoir une unité de lieu. Je vais construire une war room. Ma war room, là on vous a donné un exemple. On a des post-it partout, on a du matériel, on a des dashboards, on a des rétroprojecteurs, on a des tableaux blancs, on va gribouiller sur tous les murs. On va se donner une unité de temps. On l'a vu, la méthodologie design sprint, c'est 5 jours. 5 jours, mobiliser tout le monde, c'est un peu compliqué. On s'est mis d'accord avec mes collègues en se disant, en 3 jours, si je mobilise toutes les ressources nécessaires, je vais pouvoir faire émerger quelque chose. Donc on se donne 3 jours où déjà je sors les personnes de leur lieu de travail. Donc on arrête de prendre les coups de fil, les réunions, les machins, c'est fini. On se concentre exclusivement là-dessus. Et puis, je vais essayer de balayer large. Je vais prendre des ops, je vais prendre des devs, je vais prendre des architectes de la cellule architecture s'il y en a une chez mon client. Je vais prendre un PO qui n'y connaît rien à l'architecture, mais qui a sûrement un avis à donner. Je vais vraiment avoir une équipe intégrée. Côté prestataire, puisque nous, on est prestataire, nous, on estime qu'il faut être 2 pour animer et rebondir en face des clients. Voilà. Donc, on fait un binôme, un qui a vraiment un rôle d'animateur et un qui a vraiment une casquette d'architecte technique. On reste dans cette idée de sprinter. Pendant 3 jours, on va exclusivement se dédier à résoudre un problème. Donc je vais poser un problème architectural. Ça peut être comment je dois agencer mon SI au global. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais ce qu'il y a d'encore plus intéressant, c'est j'ai un problème donné. Par exemple, j'ai un problème de performance. Comment est-ce que je peux le résoudre? Aidez-moi à tacler ce problème de performance. J'ai passé la barre des 10 000 utilisateurs, ça allait très bien. Au 10 001e, il n'y a plus rien qui marche. Qu'est-ce que je fais? Et puis, on va être agile. Tout le monde n'a pas la même maturité dans la réflexion de son SI. Il y a des gens qui ont un SI avec 10 ans d'existence dans lequel il va falloir s'intégrer. Donc, il va falloir faire des ateliers adaptés pour comprendre l'existant, comprendre l'historique. Il y a des gens, c'est des start-upers, ils n'ont rien, ils partent d'une feuille blanche, c'est le cas idéal, mais pourtant, il va falloir les faire maturer. Donc, il va falloir choisir des ateliers adaptés qu'on va piocher dans la méthodologie. Je vais vous en donner quelques exemples. Mais à chaque fois, les 3 jours ne sont jamais les mêmes. Et puis quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et qui peut paraître étonnant
dans le cadre de l'architecture, c'est qu'on va prototyper. On est là pour apporter une réponse à un problème. Donc on va choisir une partie de cette architecture, celle qui est la plus difficile, celle qui nous pose le plus de problèmes, et on va la prototyper. Pourquoi ça? C'est maintenant, en 3 jours, on a eu énormément de choses avec l'open source, avec les conteneurs, avec le cloud. On est capable de démarrer le lundi à 9h. Lundi à 9h10, j'ai des VM qui tournent et je suis capable de déployer des choses dessus. Que ce soit des services SaaS, que ce soit des services PaaS, voire même du IaaS. Donc c'est plus compliqué quand on descend au niveau du IaaS parce qu'il va falloir faire des installations. Mais je n'ai pas besoin de demander des environnements, je n'ai pas besoin de demander des autorisations. Je me mets dans ma bulle et je teste. Et le but, c'est d'arriver avec un prototype fonctionnel. Est-ce que j'ai vraiment répondu à la question qu'on m'a posée au début? Alors, comme j'ai dit, la méthode marche très bien pour du design UX. Pour de l'architecture, c'est peut-être un petit peu plus difficile, donc on a adapté un certain nombre d'ateliers. Il y en a un qu'on a gardé, mais qu'on a basculé, c'est l'atelier persona. Donc, les personas, c'est quoi? C'est mes utilisateurs d'habitude. Quand je suis en mode réflexion de produit, c'est qui va utiliser mon produit. Quand je suis en réflexion d'architecture, c'est pas ça, c'est qui va se baser sur mon architecture. Qu'est-ce qui va lui arriver? Et du coup, mes personas, elles vont un peu bouger. Je vais avoir mon développeur. Mon développeur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut pouvoir développer et livrer rapidement son projet. D'accord? Je vais avoir mon Ops. Mon Ops, lui, son but, c'est 100% de dispo. Donc on voit déjà, il y a peut-être quelque chose où on va avoir déjà un biais introduit. Et puis on peut aller encore plus loin. J'ai Boris Grishenko, là, qui est un hacker. Donc mon hacker, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut exploiter les failles. Donc en ayant ces personas, on va se poser des questions différentes qui ne sont pas seulement la vision de l'utilisateur. J'ai besoin de passer une commande Uber en moins de 10 minutes, mais plutôt de dire comment je fais pour être sûr que la personne qui passe la commande, c'est bien celui qui va me payer à la fin. Quelque chose qu'on a gardé, mais qu'on a aussi adapté, c'est on dessine tout le temps. On dessine tout le temps, on gribouille, on fait des post-it, on fait des tableaux, on fait des schémas, on efface. Là, c'est typiquement un atelier qu'on a fait avec des clients, donc on les a mis à contribution. Donc même le PO est en train de faire un dessin d'archi. L'idée, c'est ça, c'est on va itérer non pas sur une UX, on va itérer sur une définition. Donc j'ai un serveur. Au début, je fais un carré. Et après, je vais aller poser des services dans ce serveur. Après, je vais aller mettre des flux. Après, je vais aller mettre des interfaces, je vais aller mettre tout un tas de choses. Je vais vraiment itérer, dessiner, jusqu'à arriver à quelque chose. Un atelier qu'on adore, qui permet vraiment d'éclairer sous un point de vue différent l'archi qu'on va pondre, c'est ce qu'on appelle le Thinking Hat. Donc le Thinking Hat, c'est quoi? C'est je vais distribuer à tous les participants un joli chapeau en papier et je vais leur demander de personnifier un rôle. Donc je vais avoir l'optimiste, qui se dit de toute façon, dans une semaine, c'est plié, j'ai tout développé. Le pessimiste, ça ne marchera jamais, donc ça c'est assez classique, ça permet de donner des points de vue. On va avoir le créatif. Donc le créatif, généralement, l'architecture, il est assez créatif, c'est-à-dire il va aller chercher toutes les dernières technos. Il va se dire, tiens, j'ai entendu parler du dernier framework de Google à la mode, j'aimerais bien le faire. Ok. On va avoir l'avocat technique, est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que je sais le faire? Et puis on va avoir le parti des utilisateurs, c'est bah oui, c'est bien beau votre machin, mais est-ce que ça répond vraiment à mon besoin à la fin? Ce qui fait qu'on part de notre schéma là qui est en bleu, et au fur et à mesure des interventions, ça peut être un atelier assez long, hein, généralement on le fait sur une demi-journée, au fur et à mesure des interventions, on va rajouter de la sécurité, on va rajouter des backups, on va rajouter des noms de produits. On voit en bas, on a toujours nos personas, là, notre ops et notre dev. Est-ce que vraiment on répond à leurs besoins? Et on itère, on efface, on arrive à un tableau qui est relativement compliqué. Alors, est-ce que tout ça, ça nous a donné des résultats? Parce qu'au final, on part d'une méthodologie UX, est-ce qu'on peut l'adapter à la technique? Bon, la réponse, vous en doutez, hein, c'est oui, mais à certaines conditions. Comme chez AXA, on pense que 3 jours, c'est pas assez. Pourquoi c'est pas assez? Parce qu'en 3 jours, on n'a pas le temps de vraiment prototyper, d'aller au bout des choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer 3 jours avec les utilisateurs, on va se donner la fin de la semaine, donc les 2 jours qui restent, plus une semaine, pour vraiment aller dans le fond des choses, c'est-à-dire mettre au propre toutes les architectures, documenter toutes les décisions qu'on a prises pour avoir un livrable vraiment autre que du tableau blanc.
Et en plus du livrable, on pense que le prototype, c'est vraiment quelque chose qui doit aller au bout de la réflexion. Donc on n'a pas besoin forcément du PO pour développer notre prototype. Une fois qu'on a recueilli le besoin et qu'on a compris les enjeux, on va développer dans notre coin et on va se revoir tous ensemble une journée à la fin de cette phase de polish pour vraiment mettre un point final à cette discussion. Alors pourquoi tout ça en fait? C'est pour arriver... Oui, ça va. Hein. C'est pour arriver à avoir deux choses, c'est des convictions. Donc la conviction qu'on va vraiment répondre aux problèmes qu'on s'est posés. Et ça, c'est pas évident. Mais encore plus difficile, quand j'ai mis un PO, un architecte, un ops, un dev dans la même pièce, moi ce que je cherche à obtenir, c'est le consensus. Que tout le monde soit d'accord sur l'architecture qu'on a posée, c'est la bonne solution au problème initial. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir comme livrable? Le premier truc assez évident, qu'on sort de n'importe quel appel d'offres, n'importe quelle réponse à appel d'offres, c'est une architecture technique. Là, on voit, on a déployé tout ça dans le cloud, on a des serveurs qui sont en auto-scaling, on a tout un tas de services, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a de l'infra as code, enfin on a pensé à pas mal de choses. Ça, c'est relativement classique. Maintenant, on a aussi des choses un peu plus avancées. Comme j'avais ma persona hacker, au final, j'ai une architecture de sécurité. Je sais à quel endroit j'ai mis mon firewall, parce que j'avais mon ops avec moi. Je sais à quel endroit je vais avoir une IP publique, je sais à quel endroit je vais avoir une IP semi-publique, je sais à quel endroit je vais encrypter les mots de passe, je sais où je vais stocker les données. Ça, c'est déjà plus rare de l'avoir directement dès la proposition ou dès l'étude d'architecture. On a un truc extrêmement important, c'est qu'on a une release map qui n'est pas une release map produit, mais une release map d'architecture. Pour développer le produit aux dates données, j'ai besoin d'avoir posé telle brique. Et ça, faire le croisement avec une map produit, c'est extrêmement rare aussi de dire le 1er janvier, il faut que j'ai posé mon architecture cloud et que tout soit scripté. Sinon, je n'arriverai pas à sortir mon produit. On a notre prototype opérationnel. Alors, je vais faire la différence entre un prototype et un POC. Un prototype, il est à jeter, qu'on soit clair. Ce que j'ai développé en 3 jours, en 2 semaines, il n'est pas question de dire je vais en faire un truc un petit peu plus beau puis je vais le déployer en prod. Jamais. Jamais. Il faut le jeter. Mais par contre, on a vu là, on a une instance qui tourne sur de la prod. On a des logs opérationnels. On a résolu un problème qui était, là, c'est un problème de communication. On avait besoin de savoir si nos devices allaient communiquer avec notre archi-cloud. J'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions? J'ai du temps? Merci. J'ai 2 minutes. Bonjour. Moi, j'ai une question très pragmatique. Ouais. C'est qu'en général, les ops souvent sont des ressources assez critiques, assez rares, Ouais. et que ça me paraît difficile de réussir à les sortir dans le contexte opérationnel sur 3 jours. Ouais. C'est un des arguments qu'on nous oppose. Et moi, en retour, ce que je vais dire, c'est si on ne le fait pas, dans 3 mois, on va leur livrer quelque chose qui ne convienne pas à leurs besoins. De la même façon qu'on a réussi à convaincre que DevOps, qu'un Ops devait participer à un certain nombre de cérémonies qui devaient être intégrées aux équipes, si je les squeeze complètement de cette réflexion et de ces choix, je suis sûr d'avoir un problème dans 3 mois. Donc, très bien, on ne veut pas investir 3 jours, on n'investit pas 3 jours, mais les problèmes vont arriver, et on en est quasiment certain. Alors là où on a encore plus de difficultés, c'est quand les ops ne sont pas rattachés directement à la même boîte. Et alors là, on va souvent au carton. Par contre, on a quelque chose qui est en train de changer dans les entreprises, c'est que de plus en plus, comme les devs et les architectes sont force de proposition sur tout un nombre de choses, notamment ce qui va être déploiement continu et ainsi de suite, on voit que naturellement, il y a des gens qui vont endosser ce rôle. Ils l'endosseront peut-être pas bien, mais au moins on aura un point de vue qui vient de l'intérieur du SI, qui va nous donner des insights sur comment ça se passe vraiment. Typiquement, on a eu un cas, on n'avait pas l'Ops, mais on nous a dit non mais il faut arrêter avec le continuous delivery, c'est même pas la peine de continuer puisqu'on paye au déploiement. Donc ça ne m'intéresse pas de déployer 17 fois par jour, je ne pourrais pas le faire. Donc ne vous focussez pas sur ce problème-là, focussez-vous sur comment je livre une fois rapidement. Voilà. Il faut avoir un avocat. Si on n'a pas la bonne personne, il faut avoir un avocat. D'autres questions? Oui, Paul.
Dans la méthodologie Design Sprint que tu connais très bien, pour la faire au quotidien avec nous, il y a un des piliers de la méthode, c'est quand même le test utilisateur au final, Ouais. qui est un petit peu pour nous le Graal Ouais. finalement, ce à Ouais. quoi ce qu'on veut atteindre et ce qui va nous dire on continue ou pas. Dans l'extrême architecture, c'est quoi pour toi le test utilisateur? Comment tu le matérialises et quelle est un petit peu cette étape? Donc pour moi, le test utilisateur dans Extreme Architecture, c'est ce qu'on va ce qu'on va faire avec le prototype. On va le matérialiser de deux façons. C'est généralement le prototype va répondre est-ce qu'il répond aux besoins de mon ops? C'est-à-dire est-ce qu'il va contenir tout ce qui est déploiement automatique, métrique de surveillance et ainsi de suite? Est-ce qu'il va convenir aux besoins de mon dev? C'est est-ce que mon dev, je lui ai expliqué comment il allait pouvoir livrer et développer dans cette architecture que j'ai imaginée? Est-ce qu'il va avoir besoin de nouvelles compétences? Et c'est ce que je disais, finalement, ce qu'on cherche plus que le test de l'expérience utilisateur, c'est le consensus. Est-ce que tout le monde est d'accord sur le fait que ça répond aux besoins? Donc, je n'ai pas d'utilisateur externe, j'ai pas besoin... on peut les avoir, mais généralement, ça va passer par des copiles, par des représentations externes qui ne sont pas directement dans notre sprint. Donc, on va créer des livrables qui sont à destination de plus grands, donc le chef des ops, le chef des devs, le tech lead et ainsi de suite, et on l'aura a posteriori, notre feedback. Mais au moins, toutes les personnes qui étaient dans la pièce et dans le truc étaient d'accord sur le fait qu'on a atteint l'objectif. Ok. Je coupe. Merci.